Donc, bonjour à tous. Et voilà, nous commençons par le début, donc par le titre, et puis nous allons nous présenter, Anne-Sophie et moi. Je te laisse la parole, Anne-Sophie. Qui es-tu? Oui, donc je m'appelle Anne-Sophie Dupont et je travaille au Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat. C'est donc une plateforme associative de Bruxelles. On regroupe presque 60 associations maintenant. Et donc notre objectif, c'est, on ne fait pas du travail de première ligne avec les personnes, mais notre objectif, c'est de rassembler la voix des associations qui travaillent dans le secteur du logement pour formuler un plaidoyer en fait. Mais on ne fait pas que ça. On organise également des formations pour les travailleurs sociaux, une série d'événements en lien avec la thématique du logement. On essaie de se mobiliser aussi de temps en temps sur la question. Et on est actif qu'à Bruxelles, donc. Voilà, ben moi je suis Pascal, certains me connaissent déjà, donc Habitat et Participation, une association active en région wallonne et aussi sur Bruxelles, et principalement autour des thématiques donc, de ce qu'on appelle l'habitat participatif ou collaboratif, groupé, solidaire, enfin il y a plein de noms différents, et donc bien sûr aussi tout ce qui est participation citoyenne, dynamique collective. Voilà, ça c'est un petit peu le programme de la soirée. Alors, on espère qu'on tiendra le timing, mais rien ne nous l'assure à 100% parce que, voilà, on avait beaucoup de choses à vous raconter. Et puis, simplement, voilà, une petite phrase introductive, je trouve assez sympathique. Les marchés, c'est une petite phrase de Case, les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps que vous ne pourrez rester solvables. Je la trouvais assez savoureuse. Voilà, et donc, on va commencer tout de suite par une possibilité de vous rencontrer. Et donc, pour ça, je vais vous proposer de regarder plutôt ce petit document que vous avez en face de vous. Et donc, la question, c'est quel type de confiné êtes-vous? Et donc, derrière ça, je vais vous mettre en sous-groupe. Donc, réfléchissez 2 secondes à ce que vous voyez. Comme je suis aussi à la technique, ce n'est pas évident. N'hésite pas à mettre les gens, Anne-Sophie, comme ça je peux aussi continuer Je mon ne les petit vois pas travail. apparaître en fait, mais... Pardon? Ok, je continue. Ça Ouais. va, c'est bon. Donc, je vais créer des petits sous-groupes de salles de conférence. Donc, vous voyez ici le petit document qui est devant vous. Et donc, on vous demande simplement de vous présenter l'un à l'autre. Vous avez quelques minutes pour pouvoir, donc 3 minutes, ça va assez vite, hein, je vous le signale. 3 minutes, ça va vite. Et donc, du coup, vous avez 3 minutes pour vous rencontrer et pour dire quel type de confiné vous êtes. Je vais ouvrir les salles. Ça va pour tout le monde. Vous allez donc rencontrer des gens sans doute que vous ne connaissez pas. L'occasion de faire un tout petit peu connaissance. Voilà, je vous envoie et donc dans 3 minutes, on se retrouve. Ne vous inquiétez pas. À tout de suite. Quel confiné êtes-vous? Et voilà. Voilà, donc merci pour ceux qui viennent d'arriver, d'avoir la gentillesse de remplir le sondage. Vous allez pouvoir voir le résultat tout de suite, hein. Je vais vous le mettre à l'écran. Comme ça, vous aurez une idée de, si je peux dire, qui se trouve dans la salle. Voilà, ben, je pense que c'est bon, hein. Tout le monde quasiment a voté. Donc, je vous montre le petit résultat du vote. Donc voilà, nous avons dans cette salle, nous n'avons pas de squatteurs. 35% sont locataires ou colocataires, 21% propriétaires accédants, donc payant des mensualités, 24% ont remboursé leur crédit, tant mieux. Il y en a qui sont aussi bailleurs, qui louent des logements. Et puis, il y a même aussi 3 personnes qui se disent être hors catégorie. Bienvenue à tout le monde de toute façon. Voilà, et donc on va continuer cette soirée par les exposés. Alors, concept de financiarisation, c'est par ça qu'on va commencer. On va tenter de vous expliquer d'abord ce que c'est. Et pour ça, on va vous l'expliquer de 3 manières. D'abord, une approche un petit peu juridique et puis une approche un peu économique. Et puis, on va terminer par 4 concepts qui nous semblent clés dans l'histoire ou dans la définition, en tout cas, du concept de financiarisation. Alors, c'est une petite vidéo, on n'a pas le temps de la passer, mais je vous la conseille à l'occasion et ça vous permet de comprendre ce que c'est qu'une économie alors financiarisée, la financiarisation des entreprises, qui effectivement a commencé en 1974 aux États-Unis et en 85 au niveau plutôt mondial. Voilà, je vous conseille en tout cas de regarder à l'occasion. Vous l'aurez bien sûr à travers le PowerPoint qu'on va vous partager prochainement. Voilà, alors, tout d'abord, la question de la financiarisation à travers le droit.
Et donc, quelques éléments clés. Donc, il faut savoir que la propriété se divise en 3 droits réels. Le l'usus, c'est donc le droit d'utiliser un bien. Le fructus, de recueillir le fruit de ce bien, hein, être usufruitier, tout le monde connaît. Et l'abusus, bon, un terme qui a peut-être un peu évolué, j'ai envie de dire, dans un sens négatif, en tout cas en français, mais qui signifie surtout disposer d'un bien, donc le transformer, le céder, le détruire. Et donc, en fait, c'est un élément qui est intéressant puisqu'il faut voir qu'en fonction effectivement du type de propriété que l'on a, on va pouvoir effectivement plus ou moins, j'ai envie de dire, effectuer ou agir par rapport à la question de la financiarisation. Je continue. Ce que je trouve intéressant, hein, vous lirez calmement bien sûr cette définition que j'ai trouvée sur Internet, c'est de bien se rendre compte que la propriété, au-delà d'être une simple définition juridique, c'est d'abord et avant tout une relation symbolique entre deux entités humaines, disent-ils, hein, collectives ou individuelles, et qui exprime un rapport de pouvoir. Et je pense qu'à partir du moment où on se dit que le droit de propriété, ça n'est pas qu'un cadre juridique, mais d'abord et avant tout un rapport de pouvoir, ça change quand même un peu radicalement la manière dont on conçoit tant la location que l'acquisition. En dernier lieu, par rapport toujours à l'aspect juridique, se dire aussi que les réseaux militants ont une certaine approche du droit au logement qui est assez intéressante. Donc, il faut dire que dans l'Antiquité, pour certains en tout cas, le droit au logement, enfin la propriété individuelle plutôt, était considérée comme un fléau au même titre que la maladie et que la guerre. Donc, la maladie et la guerre sont un fléau et la propriété individuelle également. La deuxième manière dont les mouvements pour le droit au logement voient la propriété, donc ils peuvent le voir comme étant un fléau, ils peuvent la voir aussi comme étant acceptable à condition d'être de la propriété collective. Voilà, c'est une deuxième manière de voir les choses. Et la troisième manière pour les réseaux militants, c'est de voir que la propriété individuelle est possible à condition qu'il y ait une fonction sociale. Alors un exemple, c'est celui au Moyen-Âge où effectivement un agriculteur, un cultivateur se rendait compte qu'il y avait un champ en friche qui était là et donc il pouvait aller trouver son seigneur et lui dire ça ne va pas, ce champ doit être utilisé et donc quelque part il pouvait le réquisitionner non pas pour en devenir propriétaire mais pour pouvoir faire en sorte que cette friche soit utilisée, donc l'usus soit mis en place. Et donc, si on fait le parallèle avec aujourd'hui, si on pouvait mettre la fonction sociale, par exemple, dans un code du logement ou dans une constitution, jusqu'à un certain point, on pourrait se dire que les logements vides deviendraient complètement interdits et que le squat serait, lui, totalement légalisé. Ça, c'était pour le volet tout à fait... j'ai envie de dire juridique, vous voyez que les choses passent assez vite. Et donc, du coup, j'arrive sur le volet un peu plus économique que je voulais vous expliquer également, notamment à travers cette petite histoire de l'emprunt hypothécaire qui a été largement inspirée d'écrits que j'ai pu lire de Manuel Albers, donc, qui est professeur à la KUL, et qui me semblait particulièrement intéressant. Voilà, on va donc prendre la machine à remonter le temps, sachant qu'ici, on est vraiment plus sur le volet acquisitif que locatif. Hein, Anne-Sophie vous en parlera tout à l'heure. Prenons donc la machine à remonter le temps et donc nous sommes en 1920. Nous sommes en 1920 aux États-Unis et que se passe-t-il? Eh bien, paraît-il, pour la première fois, les banques commerciales vont pouvoir faire leur entrée sur le marché hypothécaire, mais de manière totalement incontrôlée. Et remarquez que, tiens, 9 ans plus tard, nous avons le célèbre crash boursier. Alors même si tout n'est pas à mettre sur le dos, évidemment, de l'entrée de ces banques commerciales dans le marché hypothécaire, on peut dire qu'elles ont quand même fortement contribué à ce crash. Réponse évidemment de l'État américain ne se faisant pas attendre, en 1930, l'État américain évidemment décide de réguler tout ça et donc il va mettre au point quelque part un petit peu un marché hypothécaire, j'ai envie de dire moderne, avec des règles bien précises. Donc, un prêt hypothécaire qui est consenti uniquement quand on est dans du long terme, un secteur de la construction qui va être subventionné, mais aussi un secteur de la construction qui va être réglementé. Donc l'État américain à la fois permet de l'accès au crédit, mais à la fois va empêcher les saisies de maisons. Nous arrivons, la machine à remonter le temps avance quand même rapidement, deuxième moitié du XXe siècle, et là on se rend compte, oui, les revenus commencent à augmenter d'un côté, et les taux d'intérêt baissent, et donc tout le monde commence à se dire, si j'achetais mon logement, si j'achetais ma maison, avec une croissance
exponentielle, si je peux dire, de l'achat, de l'acquisitif, donc du marché hypothécaire. Ceci étant renforcé également au niveau du public parce que les gouvernants, si je peux dire, de l'époque, et en tête cette fameuse Margaret Thatcher qu'on n'oublie pas, qui lance son fameux right to buy, c'est-à-dire le droit de vendre le logement public. Et donc, évidemment, ça a créé quelque chose d'assez incroyable. Et prenons deux exemples, celui de l'Espagne qui, en 10 ans, a pu acheter, donc ils ont fait construire en 10 ans plus de 6,5 millions de logements en Espagne. Mais Anne-Sophie va nous expliquer tout à l'heure les superbes conséquences de ce mouvement. Et en Grèce, c'est aussi assez intéressant puisque jusque-là, jusqu'en 1990, les Grecs, pour s'acheter du logement, en fait, comptaient sur leurs finances personnelles ou sur la famille. Et à partir de là, ils ont effectivement eu recours aux emprunts hypothécaires et aux banques. Et depuis lors, on sait que 50% des Grecs sont endettés et on sait qu'eux aussi ont vécu très très mal cette crise des subprimes. Fin du XXe siècle, je voulais quand même encore vous dire un petit truc que je trouve super intéressant, c'est celui de se dire que ça c'est la situation chez nous et en Europe, mais c'est partout comme ça dans le monde entier. Donc il faut se dire que la Banque mondiale, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, favorise tout à fait ce type d'accès social, on va dire, à la propriété, et notamment en faisant la promotion de ce qu'ils appellent le logement d'intérêt social. Alors, jusque-là, je n'avais pas compris ce mot « intérêt ». Moi, je croyais que c'était une traduction de l'espagnol que je n'avais pas comprise. Et en fait, quand je suis allée en Colombie, à Medellín, j'ai pleinement compris en voyant une tonne de logements vraiment dans un état complètement lamentable. Il y avait parfois, d'ailleurs, pas de porte et pas de fenêtres à ces logements donc, qui étaient consentis dans le cadre d'emprunts hypothécaires soutenus par l'État colombien et bien sûr aucune garantie décennale si jamais ce logement venait à s'écraser. Donc c'est vraiment un mouvement mondial que celui-là, ce n'est pas simplement lié à notre pays. Fin du XXe siècle, c'est très intéressant parce que le marché hypothécaire va se diviser en marché primaire et en marché secondaire. Très simple à comprendre. Le marché primaire, c'est celui où, quelque part, on échange des biens réels, hein, parce que le mot réel ici, ça vient du latin res, donc c'est un bien. Hein, donc, et en général, l'acheteur connaît le propriétaire, enfin voilà, et c'est souvent sur un marché tout à fait national, hein, même s'il y a peut-être quelques exceptions, tandis que le marché secondaire qui est en train de se créer fin du XXe siècle, eh bien, c'est tout à fait différent, puisque le logement, quelque part, devient un titre. Hein, on va commencer à se dire qu'on va pouvoir échanger des titres. On va rentrer dans ces explications-là plus avant. Et donc, les gens vont pouvoir effectivement non plus acheter un logement, mais acheter des titres qui, quelque part, sont liés à des logements, des portefeuilles de titres. C'est ce qu'on va appeler la titrisation du logement, qui est une forme de financiarisation. Et là, bien sûr, on n'est plus sur du national, on est à l'international. Et parfois, des gens tout à fait innocents, si je peux dire, qui ont des fonds de pension, vont évidemment se retrouver à être quelque part des gens qui vont envenimer ou en tout cas faire tourner la financiarisation du logement. Et puis nous avons la fameuse crise des subprimes, hein, que tout le monde connaît. Et là, ce qui est intéressant, et ça va être la fin de notre propos de ce soir, c'est que ça a mis en visibilité tous ces modèles d'habitat collaboratif et participatif qui, quelque part, sont un petit peu des modèles non spéculatifs, voire anti-spéculatifs, d'où leur intérêt. Et j'en termine avec ces nouvelles règles macro-prudentielles qui ont été mises en place, où effectivement, on n'a plus le droit d'emprunter à 100% pour acquérir un logement. C'est peut-être des mesures de prudence intéressantes, mais on voit que c'est un petit peu parfois dommage parce que ce ne sont pas forcément les populations les moins riches qui sont les moins sûres en termes de remboursement. Et puis, c'est un petit peu comme si la crise des subprimes, c'est la faute des moins nantis. Et donc, c'est pour ça que c'est pour les moins nantis qu'il faut mettre en place ces règles-là. Et donc, nous en arrivons à 4 mots-clés qu'on va vous expliquer tout de suite, qui sont vraiment fondamentaux pour comprendre la financiarisation du logement: accumulation, spéculation, titrisation et endettement. D'abord, l'accumulation. Alors là, vous voyez David Harvey, que peut-être certains connaissent. Et donc, c'est assez simple à comprendre. C'est de se dire que depuis que l'homme existe, quelque part, il a mis en place toute une série de secteurs. Alors, vous connaissez le secteur primaire avec l'agriculture, secondaire avec l'industrie, etc. Et donc, à chaque fois que, quelque part, il y a de l'argent qui s'accumule, il y a du profit qui s'accumule dans un secteur, il est quelque part réinjecté dans un nouveau secteur qui se met en place.
Et voilà comment les choses se sont petit à petit mises en place jusqu'à arriver à ce quatrième secteur qu'on appelle le circuit quaternaire, donc qui est le secteur de la finance, où là, effectivement, a priori, nous dit David Harvey, normalement, ce phénomène d'accumulation permet de lutter contre les crises, mais on voit qu'effectivement, ça n'est pas toujours le cas et que quelque part, les crises sont peut-être déplacées dans le temps, mais en tout cas, elles ne sont pas empêchées. Et l'élément intéressant par rapport à ce phénomène d'accumulation, c'est de se rendre compte que le phénomène de financiarisation a aussi contribué, bien sûr, à déplacer le centre de gouvernance chaque fois des secteurs, puisque le brave agriculteur, autrefois, décidait de son champ et de ce qu'il en faisait, et que petit à petit, c'est de moins en moins lui qui pose les décisions par rapport à son outil de travail. Voilà, donc la question de détourner ou en tout cas de changer le centre de gouvernance des secteurs est un élément en tout cas important quand on parle de financiarisation. Du coup, on en arrive à l'élément suivant, qui est celui de la spéculation. Là, vous avez une définition qui vient de la Fédération royale du notariat. Ce que je trouve en tout cas intéressant dans cette définition, c'est que quelque part, on se dit, tiens, comment est-ce qu'on fait pour prouver qu'il y a spéculation, hein? Et en fait, quand on regarde un petit peu à gauche, à droite, on voit qu'un des critères majeurs, c'est la distance, le temps, c'est-à-dire le temps entre le moment où j'achète un bien et le temps où je revends. Et les autres critères ont l'air d'être très, très difficiles à pouvoir être mis en avant par une administration. Et donc, je trouve que c'est intéressant de se rendre compte de cette difficulté. C'est ce qu'ils appellent, c'est ce que Manuel Albers appelle la financiarisation à zéro, c'est la spéculation. Du coup, Anne-Sophie, la parole est à toi. Ouais. Alors ici, en fait, je voulais juste vous montrer un petit ranking. En gros, c'est une étude qui a visé à trouver des indicateurs de risque d'éclatement d'une bulle immobilière. En gros, ils ont cherché à voir ce à quoi il fallait être attentif pour se dire attention, là, il y a un risque d'éclatement de bulle immobilière. Et si vous allez sur le site Visual Capitalist, vous retrouverez ça. Alors, il y a 4 indicateurs en fait qu'ils ont analysés. Ça paraît un peu complexe, mais c'est pas si complexe que ça. D'abord, il y a le rapport entre le prix des logements et le coût du loyer, donc entre les prix d'achat et les loyers. Parce que le loyer que vous pouvez mettre où vous pouvez mettre le logement en location, quoi. Le rapport entre le prix des logements et le revenu des ménages, donc ça c'est ce que parce que les ménages qui ont des revenus très bas ne peuvent pas louer des logements très chers. Donc quand il y a les revenus des populations qui sont très bas et le coût du logement qui augmente très très fort, on arrive à un point un peu dangereux de rupture où on se dit, aïe, là, les ménages ils dépensent 70% de leurs revenus dans leur logement, dans leur loyer, ça devient dangereux parce qu'à un moment donné, les familles risquent de ne plus pouvoir payer. Il y a aussi comme indicateur simplement le prix des maisons. Et aussi tous les crédits qui sont octroyés aux familles. Donc, toutes les dettes hypothécaires, est-ce qu'il y a beaucoup de dettes hypothécaires ou pas? Et donc, là, ils ont comparé plein de pays avec ces 4 indicateurs. Et donc, si vous avez déjà un indicateur où c'est dans le rouge, c'est déjà dangereux. Et si vous avez plusieurs indicateurs dans le rouge, c'est encore pire. Donc là, vous voyez, c'était une étude qui était parue dans Bloomberg Economics, c'est un journal anglophone. Vous voyez que la Belgique, là, a quand même 2 indicateurs dans le rouge. Donc, on était 4e sur le rapport entre le prix des maisons et les revenus des ménages. Donc, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Ça veut dire que, en tout cas, les prix des maisons, aussi bien au niveau du marché locatif que du marché acquisitif, il devient beaucoup trop élevé pour les revenus des gens, quoi. C'est pour ça que quand je parle d'une ville comme Bruxelles, il y a quand même vraiment de plus en plus ce problème qu'on observe, que finalement, c'est le loyer ou le remboursement du crédit qui vient manger tout le budget, quoi. Et donc ça, c'est un cas qu'on observe de plus en plus souvent, en tout cas au niveau de la Belgique. Et à Bruxelles, d'autant plus. Voilà. Du coup, on en vient au 3e mot. Rappelez-vous, donc, accumulation, spéculation. Et le 3e mot, c'est titrisation. J'en ai déjà parlé un tout petit peu en vous expliquant, donc en prenant cette machine à remonter le temps.
Et donc voilà, c'est assez simple à comprendre, hein, je pense qu'on en a déjà parlé. Donc c'est vraiment le fait que le logement ne soit plus un bien réel, qu'il soit dématérialisé en actifs financiers et que ces actifs puissent finalement appartenir à plusieurs personnes. Donc quelque part, on n'est plus du tout dans la même logique que celle d'être dans de la spéculation avec une relation bien sûr directe à un bien et une relation propriétaire ou entre deux propriétaires, avec les fameux fonds de pension, et aussi peuvent être tout à fait cotés en bourse. Et c'est là, bien sûr, où on sent complètement que le système est happé dans ce phénomène de financiarisation. Donc, c'est ce que Manuel Albers appelle la financiarisation 2.0. Et alors ici, juste en incise, donc vous avez Saskia Sassen qui nous explique en fait que les 100 premières villes du monde, donc c'est quand même pas énorme, représentant les 10% de la population, concentrent à elles seules 70% des actifs financiarisés du logement. Je trouve ça incroyable. Oui, ici, c'est un tableau justement que Manuel Albers a fait pour comparer un peu. Je vous ai mis des liens dans le chat, vous allez voir sur un article de Manuel Albers où il y a ce tableau. Et donc là, il compare, en fait, vous voyez les trois colonnes. Je trouve que ce qui est intéressant à regarder, c'est la dernière colonne. C'est se dire qu'en fait, finalement, pour le locataire, il y a une sécurité pour avoir le prix du logement qui ne bouge pas beaucoup. Donc, il va avoir un loyer qui est assez stable et il va pouvoir rester longtemps dans ce logement. Alors que dans tout ce qui est financiarisé, c'est plus compliqué. Donc, la financiarisation 1.0, c'est plutôt des opérations d'achat et de vente de biens immobiliers. Donc, ça va très vite en fait. On achète, on vend, enfin, ça va très vite. Ça va relativement vite, il faut attendre un peu, mais on achète, on vend. Et alors là, s'il y a des locataires dans l'appartement, bah, ça crée beaucoup d'insécurité, à la fois au niveau du prix et à la fois au niveau de la durée de son bail. Et pour la financiarisation 2.0, là, c'est un peu différent. Vous avez, ce sera plutôt dans le marché locatif qu'on va retrouver ce genre d'acteurs. Et là, vous allez avoir peut-être un peu plus de sécurité sur la durée du bail et sur les prix, mais quand même beaucoup moins que dans le logement social. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les bailleurs ils veulent augmenter le loyer, vous aurez beaucoup moins de sécurité par rapport à ça. Vous pourrez retrouver ce tableau dans l'article et des explications un peu complémentaires. Il y a notamment des sociétés immobilières réglementées en Belgique. C'est un statut juridique très spécifique, en fait, qui offre un certain nombre d'avantages aux investisseurs et notamment des avantages fiscaux. Donc, en fait, ce genre d'investissement est encouragé par l'État. Et c'est l'équivalent de ce qu'on appelle les Real Estate Investment Trust en anglais. Et donc, quatrième élément, accumulation, spéculation, titrisation, endettement. La question de l'endettement des ménages est évidemment au cœur de la financiarisation. Hein. On en a parlé déjà avec ce mouvement qui s'accélère où on essaye de faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui soient endettés, si je peux dire. Et comme on l'a expliqué, à la fois le secteur privé et le secteur public finalement s'y sont mis, malgré que quelque part, et c'est là évidemment où les choses ne sont pas si faciles toujours à comprendre, on a l'impression que cet accès social à la propriété individuelle est quelque chose de très positif. Et puis ce n'est que quand on commence à décortiquer le système qu'on se rend compte qu'il a toute une série d'aspects pervers et dangereux pour toute une série de personnes. Du coup, Manuel Albers parle également d'un autre phénomène qui est de la financiarisation du logement à la financiarisation des personnes. Et donc, je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis allée contracter mon emprunt hypothécaire, parce que j'ai fait comme tout le monde, on a commencé à me poser toute une série de questions et le banquier a rempli un document. Et donc, il est clair que quelque part, on est noté, on est fiché, qu'en fonction, bien sûr, des banques et des pays, on peut se retrouver avec du coup des notes de crédit qui font qu'on est considéré comme plus ou moins à risque et que le taux d'emprunt va être modifié. Et puis, quoi qu'il en soit, ce système effectivement d'accès individuel à la propriété et à l'endettement, ça veut donc dire qu'on fait assumer
seuls, donc les gens doivent seuls assumer le risque, bien sûr, de l'accès au logement et donc quelque part du droit au logement où on est sur une version totalement individuelle et individualiste de l'accès au logement à travers l'endettement pour l'accès social à la propriété ou l'accès à la propriété. Alors voilà, ça c'est juste une dernière slide un peu récapitulative sur les formes de financiarisation du logement. Donc il y a la dette des ménages dont Pascal vient de parler. Je voulais juste vous donner un petit chiffre par rapport à la titrisation en fait. La dette des ménages en Belgique, les chiffres qu'on avait de 2018 montraient qu'il y avait 27% de la dette des ménages qui était titrisée. Alors, la majorité de la dette des ménages, c'est des crédits hypothécaires, évidemment, mais il y en a d'autres. On n'a pas les chiffres sur seulement la titrisation des dettes hypothécaires. Ça, j'ai fait ma petite recherche auprès de la BNB et apparemment, ils ne veulent pas la donner. Il faudrait un peu savoir ce qu'il en est maintenant avec la crise du Covid, étant donné que les marchés financiers se portent extrêmement bien. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de titrisation de dettes depuis la crise du Covid-19. Ce serait intéressant de vérifier ça dans un an, de voir ce que ça a donné. Au niveau de la... Et donc ça, je reprends ce petit résumé de la part d'Alice Romainville qui a écrit une thèse intéressante sur la production de logements à Bruxelles. J'ai mis aussi le lien dans le chat. Ensuite, dans tout ce qui est plutôt acteurs financiers qui produisent du logement, qui détiennent du logement ou qui gèrent du logement ou d'autres biens immobiliers, on vous a mis quelques exemples sur le slide. Donc, il y a Ténor, qui est assez connu à Bruxelles. On en parlera tout à l'heure. Capital Construct, Immobel, Brussels Project. La dernière forme de financiarisation, c'est plutôt des acteurs qui sont présents sur le marché locatif et notamment les sociétés immobilières réglementées ou sociétés d'investissement côté. C'est la même chose. Et donc, finalement, on se rend compte qu'il y a des sociétés sœurs. Donc, la société sœur d'Athénor, c'est Optima. Société sœur de Capital Construct, c'est Capital Rent, et ainsi de suite. Donc, c'est fort lié, en fait. Et alors, je voulais encore dire une dernière chose, c'est que dans les CIR, pour l'instant, on a observé surtout... Enfin, elles investissent pas mal, en fait, dans tout ce qui est bureau et seigneurie. Donc, des habitats pour personnes âgées, en fait. Donc, c'est ça qui était très lucratif jusqu'à présent. Mais on observe qu'on investit aussi maintenant dans le logement. Donc, les chiffres d'Alice Romainville qui datent de 2014-2015, là, elle avait, je pense, recensé 1400 logements qui étaient gérés par des CIR. Mais ça a sans doute évolué depuis et on craint que ça évolue encore dans le mauvais sens à l'avenir. Voilà. Merci. Et on craint que ça évolue encore dans le mauvais sens à l'avenir. Ce sont des propos très, très positifs là, que tu nous tiens, Anne-Sophie. Oui, mais on passe à la partie positive à la fin. Ah, ça va. Alors, la parole est de nouveau à toi, Anne-Sophie, parce que, OK, on comprend bien un petit peu ce que c'est que cette financiarisation, mais qui sont les acteurs finalement de cette financiarisation? Oui, alors j'ai surtout identifié les acteurs du marché privé en général. Des personnes qu'on qualifie parfois d'adversaires chez nous, et donc qui sont des gros acteurs qui font du lobby, en fait, du lobbying dans leur sens au niveau du marché privé. Donc on a les agences immobilières, et là il y a l'UPSI en fait qui représente en fait les professionnels du secteur immobilier. Donc ça, c'est une plateforme aussi, comme le RBDH est une plateforme, mais c'est un autre niveau, on va dire. Donc c'est des gros acteurs. Et pour le secteur de la construction, pareil, il y a une grosse plateforme qui s'appelle la Confédération de la construction. Et petite anecdote intéressante, c'est que les bureaux de la Confédération de la construction, ça se trouve pile poil en face du Parlement bruxellois.
Si vous passez devant, vous le verrez, les bâtiments sont énormes. Il y a aussi ceux qui défendent les propriétaires. Donc, il y a Propriétaires Réunis et SNPC, Syndicat national des propriétaires et copropriétaires. Et là, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils défendent un peu deux sortes de propriétaires. Ils défendent à la fois les propriétaires occupants et copropriétaires occupants et les bailleurs. Souvent, c'est un peu... Enfin, ils englobent un peu tout le monde, tous les propriétaires. Et puis, il y a tout ce qui est promoteur immobilier. Là, je vais vous en présenter quelques-uns, enfin, deux surtout ensuite. Et toute une série d'investisseurs. Alors, on observe aussi de nouveaux acteurs qui commencent à impacter le marché du logement. C'est pour tout ce qui est occupation temporaire, c'est-à-dire des immeubles qui ne sont pas aux normes ou qui ne sont pas des logements, en fait, et puis qui sont pris en gestion par des acteurs comme ici Camelot Europe, j'ai mis des exemples seulement, ou Entract. Donc, c'est des entreprises, et donc Camelot Europe, là, par exemple, ils font payer à la fois le locataire et le propriétaire. Donc, le propriétaire, il va payer pour faire surveiller son bien. Il a un bâtiment vide, il ne veut pas qu'on le squatte. C'est ce qu'on appelle des agences anti-squat. Donc, il va mettre quelqu'un dedans et le locataire aussi, il va payer 400 euros de loyer par mois. Alors, on peut dire, ah, c'est intéressant, mais en fait, parfois, c'est des bâtiments qui ne sont pas du tout aux normes. Ils n'ont pas les libertés que n'importe quel locataire aurait. Ils peuvent pas inviter des gens. Parfois, on est dans un immeuble de bureau, il n'y a même pas de douche ou de cuisine. Et ils sont très, très contrôlés, en fait. Donc, voilà. Et il n'y a pas du tout autant de garanties qu'un contrat de bail classique. Donc, c'est ce qu'on appelle du sous-logement. Et c'est s'offrir un service de conciergerie en s'en mettant voilà, à la fois dans les poches. On va dans les poches du propriétaire et dans les poches du locataire. Alors, il y a aussi tout ce qui est plateforme d'hébergement touristique, mais ça, on va en parler tantôt, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais donc, j'ai mis Airbnb et Booking. Alors, dans les acteurs, dans les promoteurs immobiliers, j'avais envie de m'attarder un peu sur Athénor parce que ils ont travaillé sur des bâtiments qu'on connaît bien dans Bruxelles. Donc là, il y a quelques exemples. Vous avez en haut à gauche les bâtiments. Il y a un tout nouveau bâtiment dans le quartier européen où ils ont fait des bureaux et à l'arrière, il y a des logements. Maintenant, la mode, c'est de faire des fonctions mixtes. Donc, on met des logements d'un côté, des bureaux de l'autre, un supermarché en bas. Puis en bas à gauche, il y a aussi une future tour dans le quartier du Midi. Le projet en bas au milieu, c'est le nouveau quartier près de la tour Reyers, Mediapart, ça va s'appeler. Donc là où il y a la RTBF. Et puis en bas à droite, c'est la tour Upside, c'est cette énorme tour gigantesque le long du canal. Et là, c'est des logements vraiment de haut standing. Ils ont vraiment beaucoup de mal à les vendre. Enfin, ils ont eu beaucoup de mal à les vendre parce que ça ne correspond pas du tout à la demande bruxelloise, tellement c'est cher. Donc, eux, ils produisent du logement, quoi. Ils construisent des tours et pas que du logement. Ils sont vraiment dans l'immobilier sous différentes formes. Et ici, je voulais juste vous montrer, je ne vais pas décortiquer tout ça, mais c'est la structure financière de Athénor. Donc, vous voyez qu'en bas, il y a 47% de capital flottant. Donc, ça, c'est des trucs, des actions que n'importe qui pourrait acheter en bourse. Et le reste, voilà, c'est différents groupes qui détiennent ça. Donc, vous voyez que ça devient vraiment très complexe. Et donc, derrière Athénor, il y a un millier de personnes, quoi, ou d'entreprises. Ensuite, Basics, eux, ils sont pas forcément... Enfin, ils vont pas mal participer, surtout au niveau de la construction. Ils ne sont pas toujours propriétaires spécialement du terrain sur lequel ils construisent. Et alors là, encore, il y a le projet, ils ont travaillé sur Docks, le centre commercial près de Schaerbeek. C'est vrai que ça parlera peut-être plutôt aux Bruxellois. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Bruxellois derrière moi, mais... en bas, à droite, c'est aussi la Tour Éclat. C'est près de la gare de l'Ouest, à Anderlecht. Anderlecht-Molenbeek. C'est Anderlecht, déjà, je pense, là. Éclat, c'est Molenbeek. C'est Molenbeek. Excusez-moi, c'est la frontière. Et
Là, il y a aussi des logements qui ont été mis en agence immobilière sociale pour un certain temps, mais pas que. Il y a aussi des logements qui ont été vendus. Donc, je vais parler des agences immobilières sociales tout à l'heure. Et en bas, c'est un autre Anderlecht. Et je voulais m'attarder sur celui-là, c'est à la porte de Ninove. Donc, c'est aussi près du canal. Il y a une espèce de triangle, j'ai mis une photo en bas à gauche, une parcelle qui appartient à Besix depuis des années. Et ce que vous voyez, en fait, c'est les fondations d'une tour d'un immeuble de bureaux. Ils avaient commencé déjà à construire et puis ils se sont dit, ah ben non, finalement, les bureaux, c'est plus trop rentable. Il y a un moment donné, on a construit beaucoup trop de bureaux à Bruxelles et donc, ils se sont dit, on va arrêter, on va attendre un peu que ça prenne encore de la valeur et faire un projet immobilier dessus plus tard. Et donc, ça, c'est le projet que vous voyez sous vos yeux. Donc, c'est 3 tours. Il y aura une tour hôtel, une tour de résidence. Enfin, en fait, c'est entre hôtel et logement, quoi. Et une tour de logement, des petits logements. Si je me souviens bien, c'est ça. Et donc, tout ce qui est construit en termes de logement, c'est des tout petits logements, une chambre ou des studios. Enfin, ça, c'était le projet. C'était le projet de base. Et alors aussi, ils voulaient négocier normalement, il y a des normes en termes de hauteur. C'est très intéressant, ça, pour les promoteurs, parce que si on construit plus haut sur la même parcelle, on se fait plus d'argent parce qu'on peut vendre plus de logements. Et donc, ils voulaient avoir des dérogations pour pouvoir faire des tours plus hautes. Ce que j'ai appris récemment, c'est qu'il y a une victoire quand même parce que c'était soumis à l'enquête publique. Et donc, le projet est un petit peu bloqué pour l'instant, mais il faudra suivre ça de près. Et donc, tout le projet, en fait, c'est une zone où on appelle ça un projet d'aménagement directeur, un PAD, où il y a toute la zone environnante. Vous voyez la zone qui est en couleur autour des tours, qui a été aménagée, en fait. Et donc, ce qui se disait, c'est que tout, en fait, était aménagé pour le projet immobilier du promoteur. Donc, il y a un parc qui a été fait là. On a aménagé toutes les voiries, on a fait des pistes cyclables. Et ce que vous voyez en bleu, c'est des logements publics. Et là, c'est beaucoup plus bas. Parce que les grosses tours, on ne fait plus trop en termes de logements publics. Voilà. Mais c'était un projet un peu sur mesure pour le promoteur, quoi, qui avait son projet à lui au milieu. Alors là, c'est une belle photo par rapport au MIPIM, mais peut-être qu'on va en reparler tout à l'heure, puisqu'on va avoir une petite vidéo. C'est la rencontre internationale du marché de l'immobilier qui a lieu chaque année et qui même maintenant est décentralisée sur la planète. Oui, on va vous montrer une vidéo pour que vous voyez un peu ça. Et ça, c'est les versions belges, en fait. Il y a un salon. En fait, les gens connaissent Batibo, mais ça, c'est rien à côté des 2 salons ici. Donc, c'est vraiment tout ce qui touche à l'immobilier. Donc, il y a Reality et Real Estate. Et du coup, je pense que tu avais une petite vidéo ou l'autre à nous montrer. Voilà. Oui, je voulais vous montrer. Déborder sur le timing. Ah, on va aller vite. Ce sont des vidéos donc d'Athénor et Besix, donc un peu qui se présentent. Il y en a une, c'est vraiment une pub. Vous verrez bien comment Athénor se présente. Et puis l'autre, c'était une vidéo que Besix avait fait pour se présenter, en fait. Vous verrez que c'est une grosse multinationale et je n'en dis pas plus. Je vais partager mon écran. Donc Athénor, tout d'abord. Since our creation, we have been developing projects which contribute to enhance the attractiveness of the cities in which we are present, taking into account the needs and dreams of their residents and users of today and of the generations to come. We focus on qualitative, sustainable and large-scale real estate developments in prime locations in targeted European cities. Our know-how allows us to create residential, offices or multifunctional premises in symbiosis with the surroundings, the population and the environment, and in partnership with local authorities.
Our innovative offices and condominiums contribute to make our cities more sustainable, more open, and more fun to work and live in. We reboost neighborhoods, giving entire cities a cultural, economic, and social upgrade. Through innovative urban planning and architectural excellence, we deliver appropriate answers to the complex, ever-changing needs of urban residents and professionals. The city never sleeps, and nor do we. Our international and multidisciplinary team of 56 dedicated professionals manages 15 projects throughout Europe, all guided by the same goal: creating added value for people. Atenor, acting for cities. Voilà, donc ça c'est la première, c'est la pub Atenor. Donc vous voyez, c'est très vendeur. On construit la ville pour les gens, pour que ce soit bon pour l'environnement, sympa, pour le futur, voilà, en partenariat avec les autorités. Alors, la deuxième vidéo, c'est Basics. Donc voilà, des solutions pour un monde meilleur. Il y a un commentaire de Chloé qui nous dit « Ah, quelle horreur !» Donc effectivement, on sent bien que c'est une vraie bataille, qu'ils sont en train de lutter contre, je ne sais pas, la planète noire. Enfin voilà, et avec des termes très guerriers, hein, ils avaient avalé je ne sais pas qui. Enfin voilà quoi.
Oui, alors en fait, et à la fin, on voit que les investissements, c'est plus du tout ça n'a plus rien à voir avec l'immobilier même, hein. On voit qu'ils sont sponsors de l'équipe de foot de Belgique. Et puis après, oui, effectivement, ils sont dans les créateurs d'Hélène 24, donc la nouvelle chaîne d'information en continu. Ils détiennent un tiers des parts. Donc, c'est un gros, gros actionnaire. Et vous verrez, si vous regardez la chaîne souvent, il y a des émissions sur l'immobilier, pas mal. Voilà, ça a son explication. Merci beaucoup Anne-Sophie. Du coup, on va reprendre un petit peu notre exposé et donc vous allez enfin savoir les 2458 formes possibles donc, de financiarisation et donc the winner is. Bon, après, ceci est une autre version des choses. J'imagine bien que d'autres en verraient d'autres. Hein. Donc, si jamais vous avez perdu, ne vous suicidez pas tout de suite. Quoi. Restez au moins jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on se propose maintenant de vous expliquer rapidement. Alors, l'idée, c'est chaque fois, on vous explique en quelques mots, enfin, moi, le concept global. Et puis, effectivement, après, Anne-Sophie va vous faire un petit focus sur Bruxelles. Et donc, on prend le tout premier élément. Donc, effectivement, voilà, c'est un des éléments. Je suppose que ça faisait partie de votre liste, en tout cas, même ceux qui n'en avaient trouvé que 2 ou 3. C'est un accès qui est facilité à l'emprunt hypothécaire. Et donc, vous avez très clairement les 2 exemples dont je vous ai parlé tout à l'heure, que ce soit l'Espagne ou la Grèce, voilà, avec des propriétaires qui se retrouvent spoliés à l'avantage des banques. Du coup, je propose à Anne-Sophie qu'on laisse passer ce slide-ci. Donc, Anne-Sophie a écrit un superbe article pour la RBDH. Si vous ne l'avez jamais lu, ça vaut vraiment la peine pour comprendre qu'en fait, ce genre de phénomène, ce n'est pas lié à une histoire proche, c'est lié à une histoire lointaine avec des accents très politiques, avec Franco, dont elle parle également dans son article. Et du coup, sur Bruxelles. Oui, au niveau de l'emprunt hypothécaire, je voulais dire quand même que finalement, on a quand même des politiques qui favorisent beaucoup l'accès à la propriété, en fait. Donc, au niveau de la politique fiscale, il y a des avantages. Quand on achète un logement qui vaut moins de 500 000 €, donc c'est déjà beaucoup, on est exempté on est exempté des droits d'enregistrement, mais c'est pour l'achat d'un premier logement. Il y a toute une série d'aides à la rénovation, puis il y a des acteurs publics aussi qui aident à l'accès à la propriété. Donc, le Fonds du logement, ils font des prêts à taux intéressants. Bon, maintenant, vu que les taux sont très bas, c'est pas beaucoup plus intéressant que les banques privées, mais voilà. Ils ont aussi des logements. Et le CityDef, donc c'est aussi un acteur public qui a notamment, parce qu'il a plusieurs missions, mais il a notamment pour mission de produire du logement à vendre. Donc, on va sur des terrains construire des logements. Donc, c'est des logements publics qui sont revendus. Ils sont vendus 30% moins cher que les prix du marché grâce à un subside public. Alors, il y a toute une série de conditions, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vendre votre logement pendant un certain nombre d'années à n'importe qui. Si vous le revendez, ça doit être à des personnes qui sont dans certaines conditions de revenus, mais c'est quand même des plafonds de revenus qui sont assez élevés. Donc pour acheter chez CityDev, je crois qu'il y a 90% de la population bruxelloise qui rentre dans les critères de revenus en tout cas. Et au bout de 20 ans, par contre, le problème, c'est que vous pouvez revendre votre logement à n'importe quel prix et à n'importe qui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus toutes les conditions liées au fait que vous avez acheté un acteur public. Ça devient vraiment comme si vous aviez acheté un logement sur le marché privé, vous le revendez. Et donc, vous pouvez peut-être le revendre au prix fort, quoi. Puisque dans 20 ans, les prix auront encore fortement augmenté. Autre chose, qui facilite l'emprunt hypothécaire, c'est le rallongement de la durée des emprunts, en fait. On rembourse de plus en plus longtemps un crédit. Et les taux d'intérêt en ce moment qui sont très très bas. Tout ça fait que ça permet à pas mal de gens d'acheter, en fait, malgré que les prix augmentent. Mais à un moment donné, on se demande on va peut-être avoir un problème.
si on rallonge, jusqu'où on va pouvoir allonger. Bon, en Suisse, ils empruntent jusqu'à 100 ans, mais voilà. En Angleterre aussi, hein, sur 3 générations. Ouais, voilà. Mais donc, Ok. tout ça, ça permet, plus il y a des gens qui achètent, en fait, c'est une chose importante à dire, plus les prix augmentent. Donc, à court terme, c'est intéressant parce que les gens peuvent acheter pour eux, mais ça participe à l'augmentation des prix. Non, non, mais donc, insister encore sur le fait qu'une part de la dette est titrisée. 27% de la dette des ménages, dont une partie qui sont des prêts hypothécaires. Tout à fait. Merci. Donc, vendu en bourse. Alors, deuxième phénomène, c'est celui de la vente du logement social. Donc, j'en ai parlé pour l'Angleterre. On sait que les Français également se plaignent énormément qu'une partie de leur part de logement social est vendue, même si c'est sous des formes d'accès social à la propriété. Pensons aussi d'ailleurs aux pays d'ex-bloc de l'Est, où effectivement, c'était du logement acquisitif sous l'ère du communisme. Et là, c'est devenu de l'accès social à la propriété, sauf qu'en fait, les gens n'ont absolument pas les moyens de rénover ce parc, ce logement dans lequel ils sont, qui se dégrade. Et qui plus est, il n'y a absolument plus de logements locatifs quasiment. Donc en Roumanie, le parc logement, c'est 96% de propriétaires. Donc très, très difficile effectivement de se faire une petite place en Roumanie. Alors il faut savoir aussi que chez nous en Europe, c'est aussi lié aux nouvelles règles, enfin nouvelles déjà depuis quelques années, ce qu'on appelle les normes SEC, donc d'équilibre budgétaire et en tout cas d'interdiction de pouvoir investir sur du long terme. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, les sociétés de logement public ont beaucoup de mal à pouvoir rénover leur parc de logement. Elles font mieux de le vendre et effectivement, éventuellement, de construire du neuf. Du coup, Anne-Sophie, qu'en est-il à Bruxelles? Alors, à Bruxelles, je voulais parler quand même vous montrer le taux de logement social. 7%, donc c'est extrêmement bas par rapport à d'autres villes. Donc, vous voyez, j'ai mis Paris, Londres, Amsterdam. C'est beaucoup plus élevé. Après, là-dedans, il y a une part de logement qui est public, mais pas forcément hyper social. Et on sait qu'à Amsterdam, par exemple, ils sont en train de privatiser beaucoup. Donc, il faudrait sans doute remettre ces chiffres à jour. Mais voilà, on construit beaucoup plus de logements privés, ce qui fait qu'en fait, quand on fait un peu le calcul, on produit 110 logements sociaux par an environ, 110 à 125 à Bruxelles, alors qu'il y en a au moins 350 qui sont nouveaux. Ça fait un taux de 3% de logements sociaux. Donc, le taux de logements sociaux à ce rythme-là risque de baisser encore. Et donc, nous, on ne revend pas beaucoup de logements sociaux. Je pense que ça s'est fait à une époque, mais on en a déjà tellement peu, en fait, que ce serait vraiment une aberration. Par contre, ce qu'on fait comme il y a une demande sociale très élevée, il y a 49 000 familles sur liste d'attente du logement social rien qu'à Bruxelles, alors que le stock, c'est environ 40 000. Donc, il faudrait plus que doubler le parc pour répondre à la demande sociale. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait appel au privé. Là, tu peux passer à l'autre slide. Récemment, on entend beaucoup dire que les agences immobilières sociales sont vraiment une solution pour résoudre la crise du logement. Et les agences immobilières sociales, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vite faire le topo, c'est que c'est du logement privé, des propriétaires privés qui mettent leurs biens en gestion dans une agence immobilière, mais qui est sociale. Ça veut dire que le loyer va être beaucoup plus bas que sur le marché privé. Et qu'est-ce qui permet ça? C'est d'abord un plafond. On dit au propriétaire, vous allez toucher ce loyer maximum. Et puis le locataire, souvent, il va payer encore moins. Et c'est l'État qui va payer la différence. Et c'est l'État aussi, c'est la région en l'occurrence, qui va aussi financer les agences immobilières sociales. Le problème, c'est que le temps de socialisation est court. C'est-à-dire que si vous avez un bien, vous le mettez en gestion, c'est pour 9 ans. La durée d'un bail classique, 9 ans. Mais après ces 9 ans-là, le propriétaire, il décide, OK, en fait, j'ai plus envie de le mettre en agence immobilière sociale, je vais le louer sur le marché privé. C'est son choix, quoi. Et ce qu'on voit récemment, c'est qu'on a favorisé beaucoup ce système, notamment en donnant des avantages
aux nouveaux projets, les nouveaux projets, nouveaux logements. Donc, si par exemple un promoteur construit une tour de logement et qu'il le met en gestion en agence immobilière sociale pendant 15 ans, il a un taux de TVA réduit. Donc ça, c'est des frais qu'il a. Hein. Donc notamment, normalement, on paye 21%, c'est réduit à 12%. Et il ne doit pas payer le précompte immobilier. Et donc tout ça fait que ça devient de plus en plus intéressant de mettre du logement en agence immobilière sociale parce que l'agence immobilière sociale offre toute une série de garanties. Vous n'avez pas de vide locatif. C'est l'agence qui gère les relations avec le locataire. Vous n'avez à vous occuper de rien. En cas d'impayé de loyer aussi, c'est l'agence qui va assumer le coût. Donc, voilà, ça offre plein de garanties en plus d'avoir un impact social. Et donc, voilà, ça en fait Tout à fait. Et puis, c'est quand même étonnant, c'est que c'est une formule faite peut-être pour aussi les petits propriétaires, pour capter du logement à des petits propriétaires et le rénover. Et là, on voit que ce sont finalement les promoteurs immobiliers qui commencent à bien profiter du système. Ouais, exactement. Et là, j'avais fait le lien, j'avais juste fait le comparatif. Je vais vous envoyer l'étude aussi. Oui, il faut ça parce que sinon, je crois qu'on n'a pas fini avant 10 heures. Donc, et ça coûte presque aussi cher que les subsides pour le logement social public. Tout à fait. Merci. Alors, faisons le troisième élément. Donc, alors là, à mon avis, je parierais peut-être pas ma tête, mais quand même qu'il y en a pas ou peu quand même parmi vous qui avez trouvé ce terme-là de résiduation qui mène à la ghettoisation. Bon, en fait, apparemment, c'est les Anglais qui ont mis ça à l'honneur, les chercheurs britanniques, où ils essayent d'exprimer qu'il y a deux phénomènes concomitants et dans le cadre de la financiarisation toujours. Donc, d'un côté, il y a cette privatisation du logement social, on en a parlé, mais à la fois, à partir du moment où on est sur des quartiers qui auraient le même profil socio-économique d'habitants, eh bien là où il y a plus de logements sociaux privatisés, donc revendus, eh bien visiblement, ça aurait un effet négatif par rapport au quartier qui quelque part se paupériserait ou deviendrait davantage du ghetto. Voilà. Et donc simplement pour information, donc de nouveau avec les impositions au niveau de l'Europe, on voit bien que de plus en plus, et tous les pays sont à la même enseigne en Europe, tout ce qui est logement public devient logement social, c'est-à-dire qu'on resserre la notion même de logement, d'accès social offert par le politique. Et donc forcément, à partir du moment où il y a de moins en moins de diversité, j'ai envie de dire, y compris de revenus dans ces logements, eh bien, on va vers des formes de ghetto. Et donc, à Bruxelles, c'est ce qu'on observe, comme on a tellement peu de logements sociaux, alors que pourtant, il y a plein de locataires qui pourraient y accéder. Hein. On estime, grosso modo, qu'environ 70% des locataires sont dans les conditions de revenus pour accéder au logement social. Donc, s'ils s'inscrivent, ils pourraient être sur liste d'attente. Le problème, c'est qu'il faut tellement... Enfin, déjà, il y en a tellement peu, et en plus, il faut attendre tellement longtemps qu'il y a beaucoup de gens qui se découragent, etc. Et donc, c'est vraiment les gens qui ont peu de revenus et qui ont vraiment très difficile d'accéder au logement, qui sont discriminés, etc., qui vont prendre le temps d'attendre et de s'inscrire, de suivre ça et donc d'accéder au logement social. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de ce qu'on appelle, j'aime pas ce mot, mixité sociale dans les logements sociaux. Les personnes sont de plus en plus pauvres. Bien, alors, phénomène suivant. Ça, à mon avis, il y en a qui devaient avoir trouvé, non? Bon, je ne sais pas s'il y a des mains qui se lèvent, hein, mais voilà. Donc, je pense que le phénomène de gentrification qui est assez connu, où donc, effectivement, il y a des grands travaux, parce que pour pouvoir, notamment, tous ces beaux projets que Anne-Sophie nous a montrés avec des promoteurs immobiliers, enfin, beaux entre gros guillemets, forcément, il faut vider les centres-villes des autres bâtiments et donc, du coup, des habitants aussi qui y sont et qui n'ont d'ailleurs souvent pas les moyens, bien sûr, de pouvoir se retrouver du logement au même endroit avec toute une série de bâtiments de luxe. Là, Anne-Sophie nous en a présenté tout à l'heure et donc avec tous les phénomènes de collusion entre les banques et les promoteurs immobiliers urbains. Donc, les zones où ça se gentrifie beaucoup, en fait, vous voyez ce qui est mis en évidence dans la carte de gauche, c'est les bas revenus. Donc, il y a ce qu'on appelle le croissant pauvre de Bruxelles. Donc, c'est les quartiers plutôt populaires du centre.
avec le bas de Schaerbeek, Molenbeek, Anderlecht, le centre de Bruxelles, une partie de Saint-Gilles, le bas de Saint-Gilles. Donc ça, c'est les revenus des habitants. Et alors après, tu peux mettre la slide suivante. C'est l'espace de développement renforcé par le logement et à la rénovation. Donc c'est un endroit où il y a plus d'aide à la rénovation, voilà, dans ces zones. Donc il y a déjà des aides à la rénovation, mais dans ces zones-là, il y en a encore plus. Si c'est pour être clair. Et alors là, j'avais mis en évidence des revenus, l'évolution en fait du profil des ménages. Donc on voit que dans cette zone-là, il y a par exemple une évolution où on voit qu'il y a une baisse de couples avec enfants et une baisse de personnes seules avec enfants. Et par rapport au statut professionnel, il y a aussi une baisse des personnes qui ont un revenu et une allocation dans un ménage. Donc une personne qui travaille et une personne qui a des allocations, mais aussi les personnes qui ont 2 allocations ou les personnes qui sont pensionnées. Et donc tous ces profils-là, finalement, on les voit de moins en moins dans ces quartiers-là. Donc c'est pour montrer qu'on observe que dans ces zones-là, l'impact en fait de la gentrification, parce que tous ces projets qui font qu'on améliore la ville et les espaces et les logements, ça fait augmenter les loyers en fait. Et donc là, je voulais juste montrer 2 processus en fait dans les années 60, 70. Bon, il y avait donc processus en plusieurs vagues. C'est d'abord, je veux parler de la gentrification qu'on dit parfois naturelle, même si c'est pas tout à fait naturel, mais donc où il y a un groupe de pionniers comme ça qui arrivent dans des quartiers où c'est bon marché, c'est pas cher, on se dit chouette, on va s'installer là. Ensuite, il y a des familles, donc c'est plutôt des alternatifs. Et puis, des familles plus traditionnelles de la classe moyenne vont les rejoindre parce qu'on se dit, ouais, le quartier, il est sympa, tout ça. Et en plus, les prix sont encore abordables. Et puis, les promoteurs immobiliers vont suivre. En se disant, bah ouais, là, c'est intéressant, ça commence à devenir intéressant au niveau financier, tout ça. Ensuite, dans les années 80, on observe des formes de gentrification beaucoup plus massives, en fait. Et donc, surtout dans les grandes villes. Et là, on va voir que c'est moins l'action des pionniers qui a enclenché le truc, c'est aussi beaucoup les pouvoirs publics et tous les opérateurs immobiliers qui sont à la manœuvre en fait et qui enclenchent le processus dans certaines zones. Voilà. Et donc ça, là, j'ai pas mis c'était Mathieu van Kriekingen qui a beaucoup écrit là-dessus à Bruxelles. Et alors là, c'est juste pour vous montrer tous les aspects. Donc on n'agit pas sur que le logement dans ces zones où il y a des programmes. Tout ça, c'est aussi sur les infrastructures, l'espace public, toutes les activités socio-économiques, les espaces commerciaux. Enfin, on est vraiment sur tout l'aménagement de la ville, en fait. Et tout ça va faire augmenter les prix des logements au final. Merci Anne-Sophie. Alors, 5e élément, qui est sans doute un élément auquel on pense plus facilement dans d'autres pays que la Belgique, hein, qui est la question de l'accaparement des terres. Par contre, la question du coût du foncier, je pense ça, on saisit bien chez nous de quoi il s'agit. Alors, pour information, si certains sont intéressés, il y a un site internet qui s'appelle Land Matrix et qui est un site qui permet de voir qui achète qui dans ce monde. Et donc, tout à l'heure, j'ai été voir d'ailleurs qui est-ce que la Belgique était en train d'acheter de par le monde. Bref, vous dire que le foncier, bah oui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est la richesse à financiariser par excellence. Vous avez vu, non, vous allez voir, pardon, un petit graphique qui va vous montrer un élément intéressant. Et donc, il crée les phénomènes d'expulsion massive, de guerre et de migration. Ce n'est pas évidemment toujours de gaieté de cœur que les gens prennent un bateau et puis les autres éléments que tout le monde connaît. Et vous voyez qu'effectivement, on est sur des expulsions massives à l'heure d'aujourd'hui parce que les gens perdent leurs terres
qu'elles soient individuelles ou collectives. Donc ici, vous n'êtes pas sur Bruxelles, vous êtes sur la région wallonne, mais je pense que de toute façon, on est toujours un peu dans la même réalité. Simplement, pour bien comprendre, c'est une évidence, mais enfin quand même pour bien comprendre que finalement, le prix de l'immobilier, c'est une addition finalement d'une valeur à la fois du prix de construction et de la valeur foncière, et voir qu'effectivement, il y a une forme d'emballement du système à partir de la moitié des années 80. Si vous vous souvenez de ce qu'on a raconté tout à l'heure sur l'historique, ce n'est absolument pas par le plus pur des hasards, et donc ça gonfle complètement les prix du marché. Donc la question du foncier est aujourd'hui devenue centrale. Ne pas s'intéresser à la problématique du foncier, c'est évidemment, ce serait complètement absurde quand on parle du prix du logement. Et là, alors, nous, on n'a pas vraiment, j'allais dire ça, à Bruxelles, notre problème, c'est qu'on a très peu de chiffres. On ne sait pas dire, en fait, à qui vraiment appartient la ville. Là, c'est juste un graphique pour vous montrer l'évolution entre l'évolution des revenus, ça c'est en rouge, l'évolution moyen, enfin, des revenus moyens des Bruxellois, et puis au-dessus, c'est l'évolution des prix des logements. Donc, on voit qu'il y a une explosion à partir des années 2000, en fait. Donc, nous, là, je parle que des logements. Alors, à Bruxelles, il y a 10% de logements publics, dont 7% sociaux, et 90% qui est privé. Donc, c'est quand même beaucoup. Là, tu peux passer. Donc là, c'est Anne-Sophie qui essaye d'utiliser ce slide sur le foncier pour essayer de donner encore quelques informations pour le logement. Hein. Donc, voilà. Ouais. Et ouais, je parle que du logement parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de chiffres, en fait, sur le reste. Et puis, c'est ce que je connais. Et ici, c'était une étude qui avait été menée en 2008, donc ça fait un moment, pour voir en gros, est-ce qu'il y avait beaucoup de petits bailleurs ou est-ce qu'il y avait aussi des gros bailleurs avec beaucoup de logements. Donc, par exemple, là, vous voyez un logement, il y avait presque 50% de bailleurs qui n'avaient qu'un logement. Donc, c'est des petits bailleurs. Par contre, il y avait quand même 20% qui avaient 10 logements ou plus. 10% qui avaient 20 logements. Mais je dois mettre beaucoup de précautions sur cette étude parce que ça avait été fait, je pense, sur base de données parcellaires. C'était il y a longtemps. Et on pense que ça a beaucoup évolué depuis, en fait. Donc, il faudrait avoir accès au cadastre pour savoir et faire une étude sur la question. Mais donc, je voulais alerter là-dessus, c'est qu'on ne sait pas à qui appartient la ville, en fait. Donc, on ne connaît pas la structure de la propriété, la concentration de la propriété. Merci. Du coup, tu voulais nous partager peut-être la petite vidéo du MIPIM maintenant? Parce que je vois que le temps passe. J'y vais. In the real estate industry, everything works on a different scale. The world is called the Ball. Basically, the entire Ball is considered a city in the making. A huge playground filled with more and more people, where architects, investors and politicians all work together for a more responsible future. That is the incredible challenge that the real estate industry is taking on right now. An industry that needs to reinvent itself on a daily basis. Innovation through technology is touching every one of us and reshaping our daily lives, even inside our very homes, pushing the industry to create, imagine, design, innovate and build sustainable projects. Now guess what? All the major players worldwide will be at MIPIM from March 13 to 16, 2018. An amazing gathering that takes place once a year on the French Riviera. With over 24,000 participants from 100 countries, 370 political leaders, 500 cities and local authorities, 5,000 investors and financial institutions, 4,500 developers, 3,800 CEOs and chairmen, and more than 3,100 exhibiting companies. Join the next MIPIM and meet, exchange, network, attend conferences, discover the latest trends at the Innovation Forum, join the Startup Competition and the MIPIM Awards. Whether you're a first-timer or a regular participant, MIPIM 2018 is around the corner. The future of our world is at stake here, nothing less. So join the movement of the world's leading property market.
Let's shake the ball together from March 13 to 16, 2018. See you there. Voilà, et donc ça c'est le salon international qui a lieu à Cannes chaque année. La Belgique a un pavillon avec les acteurs publics et privés présents. Tout à fait, j'ai déjà eu la grande chance d'ailleurs de pouvoir participer à une manifestation à Cannes lors du MIPIM. Voilà, et donc on reprend la suite de notre exposé, et donc avec ici en point 6, toute la problématique finalement du sans-abrisme et des populations vulnérables. Donc effectivement, vu tout ce qu'on vient de raconter, on est dans des formules d'insécurité du logement, insécurité du foncier bien sûr, insécurité des territoires, et je ne vous apprends rien, bien sûr, cela mène au sans-abrisme, aux expulsions, à de la pauvreté, à la vulnérabilité, notamment vis-à-vis des femmes, et ce qu'on appelle aujourd'hui les migrations économiques, qui ne sont d'ailleurs pas forcément très bien acceptées quand les gens viennent rejoindre la Belgique ou d'autres pays. Voilà, je te laisse la parole par rapport à cette crise sur Bruxelles aussi, qui emmène certaines personnes à devoir se loger comme elles peuvent. Donc ça, c'était les chiffres, comme on parlait du sans-abrisme. Les derniers chiffres du comptage de la Strada, maintenant c'est Bruxelles qui fait ça. Mais en gros, c'est une nuit ou deux par an. Enfin, tous les 2 ans, en fait, il y a un comptage qui est fait pendant 2 heures, si je me souviens bien. Il y a des volontaires qui vont dans la ville compter les gens. Donc, c'est vraiment une photo à un moment T. Et donc, on ne compte que les personnes qu'on voit. Ça, c'est les 759 personnes qui sont en rue. Et les 4187 personnes sans abri ou mal logées, là, c'est des chiffres qui sont basés sur les chiffres qu'on a des personnes qui sont en centre d'hébergement, dans les occupations qui sont connues, les squats. Mais ça ne prend pas en compte les personnes qui vivent dans l'insalubrité, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est sans-abrisme. Mais tu peux passer à la suite. Ce que je voulais dire, c'était que ce n'était que le sommet de l'iceberg. Vu que, en fait, comme le logement, c'est un bien qui est tellement vital, la demande, elle s'adapte, en fait. Les gens, ils louent des logements trop chers. Il y a des logements qui sont surpeuplés. Parfois, quand on est jeune, on observe que les jeunes restent de plus en plus longtemps chez leurs parents parce que s'offrir un logement, ça devient de plus en plus difficile. Il y a un nombre croissant de colocations. Et d'ailleurs, moi je dis toujours qu'on est le gentrificateur de l'autre parce que les colocations, finalement, ça participe à la pénurie de grands logements. Comme les personnes se mettent en colocation, finalement, elles occupent des grands logements, des maisons, des appartements 3-4 chambres. Et ça crée aussi une tension. Et donc, c'est difficile pour les familles nombreuses de se loger à Bruxelles. Voilà. Et alors, il y a tout un phénomène de loyer abusif. On a pu observer que à Bruxelles, les logements de mauvaise qualité étaient plus chers que les logements de qualité moyenne. Pourquoi? Parce qu'en fait, le logement modeste, le logement pas cher, qualité bof, c'est le logement qui est le plus demandé, en fait, puisque les Bruxellois sont très, très pauvres. Il y a 1/3 des Bruxellois qui vivent sous le seuil de pauvreté, et c'est sans compter les personnes sans papier et sans abri qui sont souvent en dehors des statistiques. Donc, voilà, un gros problème à ce niveau-là. Et donc, c'est pour ça, oui, qu'on parle de crise du logement abordable. Parce qu'on parle de crise du logement, moi, je dis toujours que la crise du logement, c'est pas parce qu'il n'y a pas assez de logements. Il y a assez de logements. Mais en fait, les logements qui sont produits ne sont pas du tout adaptés à la demande. Donc, on produit du logement cher, des petits logements, du logement privé, alors que les Bruxellois, ils ont besoin de logements abordables. S'il est public, ça garantit qu'il soit abordable beaucoup plus longtemps. Et puis, des grands logements aussi pour les familles, quoi. Donc, c'est juste l'offre qui est inadaptée. Mais on produit pas mal de logements à Bruxelles. Merci. Alors, le dernier point, où là, quand même, je doute aussi un tout petit peu que vous y ayez pensé, quoique, finalement, je pense qu'il y a certaines villes qui ont fait pas mal parler d'elles, notamment dans le nord de l'Espagne.
sur la question de la touristification. Et donc là, vous voyez entre autres Venise, que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de voir. Il y avait un sommet sur la problématique de la touristification à Venise, où effectivement, à la fois, il y a le problème du logement, bien sûr, qui est sous ce terme-là, mais pas que, parce qu'en fait, on se rend bien compte qu'il y a toute une série de commons qui seraient donc de l'ordre du bien public, hein, par exemple les plages, qui sont également privatisées. Et donc, à un moment donné, la question de la touristification englobe bien plus que le logement. Alors, est-ce que Bruxelles est aussi victime de touristification? En effet. Bon, peut-être pas au point de villes comme Paris ou Londres, mais on observe de plus en plus d'annonces. Ici, en fait, c'est une carte avec les annonces Airbnb. Donc, vous voyez que c'est surtout le centre de Bruxelles qui est atteint. Donc ça, c'est la densité à gauche. Et puis là, c'est le nombre d'annonces à droite, le nombre d'annonces Airbnb. Donc parfois, vous voyez, dans un seul quartier, il y en a 135. Ici, il y a un site, si ça vous intéresse, vous tapez Inside Airbnb sur Google et vous allez tomber dessus. C'est un site qui recense, sur base des données d'Airbnb, il recense toutes les annonces Airbnb. Alors, on peut voir un peu à quelle échelle chaque ville est atteinte. Donc, il y a une page sur Bruxelles et Anvers. C'est tout ce qu'il y a pour la Belgique en ce moment, je pense. Alors là, vous pouvez voir, à Bruxelles, il y a presque 7500 annonces. Quand j'avais étudié la question il y a 3-4 ans, on était à 5000. Donc, ça avance quand même assez vite. Parce que Airbnb n'existe pas depuis très longtemps, hein, et n'est pas arrivé il y a très longtemps en Belgique. Et vous voyez le 64,5%, là, c'est le taux de maisons entières. Donc, c'est ça qui nous inquiète. C'est qu'il y a des logements entiers qui sont mis en location sur Airbnb. Et puis, on se rend compte qu'il y a des annonceurs qui ont... il y a 40% qui mettent plus d'une annonce. Donc, ça veut dire que je ne sais pas qui est derrière. Parfois, il y a des personnes qui mettent plusieurs annonces, donc qui ont plus de... Oui. Ah oui, oui. Mais j'en verrai. Je vois qu'il y a dans le chat quelqu'un qui dit que j'ai mis beaucoup de liens. Mais on pourrait effectivement vous envoyer un mail avec plein de liens par la suite. Voilà. Donc, il faut s'en inquiéter. Pour l'instant, on n'est pas trop atteint, mais quand même. Bien, donc on passe ce point-là. Et on en arrive tout de suite à la suite. Alors, la suite, c'est quoi? Alors, loin de moi l'idée de dire que nous avons trouvé la parade universelle en parlant d'habitat participatif, d'habitat groupé, d'habitat collaboratif. Mais enfin, voilà, c'est un élément. Et comme aussi ce genre d'exposé ne permet pas après de passer une nuit de rêve, vu toutes les choses quand même qui viennent d'être dites, on se disait il faut terminer sur une note positive. Et donc voilà ce qu'on va vous présenter maintenant pour terminer un petit peu cette soirée. Voilà, l'habitat non spéculatif, voilà au sens très large du terme. Et donc commençons par ce premier slide avec toute une série, j'ai envie de dire, de pionniers inspirants. Alors, premier ici qui est indiqué, c'est tout ce qui est le mouvement coopératif avec Robert Owen. Et donc, c'est très intéressant puisque par rapport à la notion donc, de propriété, on n'est plus sur une propriété individuelle avec un bien qu'on peut serrer ou on peut manger ses briques une fois qu'on en est propriétaire. Non, on est avec des parts de coopérateurs. Et ce qui est quand même assez impressionnant, c'est de se dire qu'après toutes ces années, quand on voit le droit belge qui est quand même très mal foutu par rapport aux coopératives, avec quand même un système bancaire qui est très réticent dès que les gens sont coopérateurs pour pouvoir avoir des prêts hypothécaires, ça laisse quand même dubitatif. Autre projet inspirant, c'est celui des cités-jardins, des Garden City, avec Howard Ebenezer, que certains connaissent sûrement. Et donc là, c'est intéressant. Nous avons aussi des cités-jardins sur Bruxelles. Et c'est intéressant d'avoir une sorte de collusion entre ces deux idées qui sont à la fois une représentation spatiale et un projet un petit peu fou d'une ville pensée autrement, et à la fois finalement ce lien avec la coopérative, puisque dans toute une série de ces cités-jardins, les gens peuvent ou pouvaient en tout cas être des coopérateurs du projet. Voilà. Il y a encore beaucoup de logements sociaux d'ailleurs qui fonctionnent avec ce modèle de coopérative en Europe. Et dernier élément inspirant, c'est celui des New Communities, ce qu'on aurait appelé à l'heure d'aujourd'hui les
Community Land Trust, voilà, je vais revenir sur le mot, où effectivement, dans les années 30 aux États-Unis, c'est arrivé un peu bêtement, c'était ces Noirs qui ne pouvaient pas avoir accès à la terre et donc qui ne pouvaient pas l'avoir en propriété, qui ne pouvaient pas la cultiver, d'où effectivement ce modèle de Community Land Trust. Ce n'est pas le sujet du jour, donc si jamais il y a des questions sur c'est quoi le Community Land Trust, on peut en reparler dans le débat. Mais donc voilà un autre modèle inspirant où on a séparé en tout cas la propriété du sol et la propriété de ce qu'il y a au-dessus, on va dire, hein, pas uniquement le logement, et ce qui permettait effectivement du coup d'avoir un autre modèle juridique aussi. Et puis toujours dans les modèles inspirants, il y a tout ce qui est maintenant, ce qui tourne autour de l'habitat. Et donc ici, je trouvais ça intéressant aussi de parler des aspects plus, j'ai envie de dire, économiques ou financiers inspirants. Et donc tout d'abord, parler de l'Antiquité, puisque vous vous rappelez hein, que la propriété privée est un fléau. Donc du coup, que veut-on? Eh bien, vous avez Aristote qui nous dit la propriété privée doit être tournée vers un usage commun. Et là, on retrouve quelque chose d'assez moderne avec les commons, hein, qui sont quand même revenus vachement à la mode, avec des projets d'ailleurs sur Bruxelles hein, de commons, où effectivement, on se dit qu'à un moment donné, il y a des choses qui ne devraient jamais être privées, être vendues, hein, que ce soit la terre, que ce soit l'air, que ce soit peut-être le savoir ou l'ADN, etc., etc. Et puis des modèles, j'ai envie de dire, plus récents, si on peut dire. C'est grâce à cet exposé d'ailleurs que j'ai réalisé que les fameuses tontines africaines ont comme père au moins spirituel un Italien, hein, puisqu'on disait les tontines africaines, moi je croyais que j'allais trouver des racines africaines, mais pas du tout, c'est en Italie que Lorenzo Tonti a imaginé quelque chose qui s'apparente à ça en fait, parce qu'ici on est dans quelque chose de différent avec les tontines africaines, hein, qu'on dit à rotation, accumulation, on peut en parler après si vous voulez, mais en tout cas c'est intéressant de se dire que les groupes d'épargne collective et solidaire, vous connaissez sans doute tous ceux qui s'intéressent à ça, la SBL, le CIRE, qui est très actif et à Bruxelles et en région Wallonne pour mettre en place ce type de groupe, de micro-projets, est donc un projet inspirant. Et puis pour terminer, il y a la Grameen Bank, pour ceux qui connaissent. Alors elle est aujourd'hui pas mal décriée aussi, enfin il y a des contestations par rapport à ce modèle de microcrédit qui est né au Bangladesh. En tout cas, regardez les deux photos, celle du dessus et celle du dessous. C'est pas par hasard que ce microcrédit s'est mis en place, c'est aussi pour un certain type de population. Et vous voyez toutes ces femmes qui, effectivement, encore à l'heure d'aujourd'hui, n'ont pas accès au crédit, n'ont pas le droit de pouvoir emprunter et avoir accès à un crédit, j'ai envie de dire, dans une banque, parce qu'elles n'ont pas ce droit-là, simplement en tant que femmes. Et donc, bien sûr, aussi des personnes moins riches qui n'auraient pas accès au crédit. Bref, avec ces 6 modèles inspirants, arrivons-en du coup à une petite réflexion que je me suis faite. Et je me suis dit du coup, mais à quoi est-ce qu'on pourrait songer quand on parle de ces projets non spéculatifs ou moins spéculatifs? Et du coup, je me suis dit, quand on parle, en tout cas au niveau financier ou au niveau économique, on se dit que d'un côté, il y a le problème du marché. Donc, est-ce que pour être dans un modèle d'habitat non spéculatif, il faudrait soit sortir du marché, soit changer les règles du marché du logement, mais aussi du marché bancaire. Et puis, il y a l'autre partie qui est celle du profit. Alors, est-ce que du coup, ce profit ou cette plus-value, il y a des modèles d'habitat qui permettent de limiter ou de supprimer cette plus-value, et où y a-t-il des modèles d'habitat qui permettent de capturer la plus-value, le profit, et de le partager? Et du coup, moi, je pense que oui. En tout cas, quand on analyse un petit peu ces modèles d'habitat collaboratif, participatif, comme vous voulez, je pense qu'effectivement, ils nous montrent que c'est possible. Alors, si je reprends effectivement les cadres que je viens de vous présenter, donc si je mets en haut à gauche l'idée qu'il faut sortir du marché et supprimer, limiter, supprimer plutôt la plus-value, eh bien, on a tous les modèles de commons, on a les modèles de squat. Si maintenant, du coup, on se dit, oui, on peut peut-être être quand même un petit peu dans le marché, mais en limitant la plus-value, ou en tout cas en jouant autrement avec elle, on a en tout cas les modèles de coopératives, de coopératives d'habitat, où là, effectivement, on n'est pas directement propriétaire du bien. On en a plus que l'usage, parce que quand même, on peut avoir une série de fructus, c'est-à-dire qu'on peut profiter des parts de coopérateurs qui pourraient augmenter de valeur dans le temps.
Donc, on a quand même des choses qui peuvent être intéressantes à ce niveau-là, mais c'est quand même pas la même chose que d'être propriétaire de son logement. Et puis alors, vous voyez dans le cadre en bas à droite, où là, oui, on change les règles du marché et surtout, on capture et on partage la plus-value. C'est les Community Land Trusts, puisque vous savez qu'en général, le terrain, il est collectif, donc il appartient au collectif. Par contre, le logement, ça peut être un droit réel, ça peut être mon logement qui m'appartient, mais au moment où je revends mon logement, il y a ce qu'on appelle la captation de la plus-value. Et donc, une partie finalement du prix supplémentaire du logement entre le moment où je l'achète et le moment où je le revends, une partie est donnée au propriétaire qui s'en va et le reste est gardé dans le collectif, dans la collectivité du Community Land Trust et va donc quelque part enrichir le collectif et pas enrichir une seule personne qui part avec cela. Voilà. Donc ça, c'était une réflexion que je m'étais faite par rapport justement à nos modèles d'habitat participatif pour une autre approche des marchés. Et du coup, je me suis posé les questions, mais pourquoi est-ce que ça marche finalement? Pourquoi est-ce que ça marche? Est-ce que c'est à cause des statuts juridiques de ce type de modèle? Ou est-ce que c'est parce qu'on a mis en place des modèles anti-spéculatifs, comme par exemple le droit de démembrement? Moi, je crois que non. Je crois très honnêtement que non, parce que quand on regarde par exemple le Community Land Trust, la formule souvent utilisée, ce sont les fondations. Or, les fondations, a priori, elles ont été mises en place pour les grosses fortunes pour bypasser l'impôt. Donc, franchement, dire qu'a priori, c'est quelque chose de particulièrement positif, ou en tout cas que c'est le modèle juridique qui permet de tout bloquer, non, sans doute pas. Le démembrement entre le sol et le bâti, est-ce que vraiment c'est ça qui permet de? Moi, j'habite à Louvain-la-Neuve et je peux vous dire que c'est un lieu où il y a une spéculation immobilière à tout va. Et ce n'est pas parce que le terrain appartient à l'université que pourtant ça ne se fait pas. Et donc pour moi, oui, il y a 3 éléments qui vont jouer dans le fait qu'on va pouvoir sortir ces habitats participatifs d'un modèle trop spéculatif ou trop financiarisé. D'abord parce que je pense que ce sont des habitats qui travaillent sur leur finalité. Donc c'est bien des habitats sans but lucratif. On sait bien avec le phénomène de titrisation dont on a parlé tout à l'heure, où l'habitat n'est plus vu comme un bien pour habiter, mais est vu comme un bien pour aller sur un marché, pour faire de l'argent. Ici, non, il faut que cet habitat ait une finalité avec un intérêt qui soit légitime aux yeux des individus et des communautés. Pour que ça fonctionne dans le temps, il faut bien sûr une structure qui mette en place une gouvernance qui veille à maintenir cette finalité et seulement après, selon moi, selon nous, Habitat et Participation, on peut mettre alors des cadres juridiques, des mesures antispéculatives qui alors vont pouvoir porter ses fruits. Du coup, si je reviens sur les 2 premiers points, la question de la finalité et la question de la gouvernance, je vais aller un pas plus loin sur la question de la finalité. Alors, je pense qu'ici, j'avais envie de vous proposer un petit détour sur cette notion de droit à la ville qui a donc été remise à l'honneur en 2016 lors du sommet Habitat 3 qui s'est tenu à Quito. Donc, il faut savoir que les Nations Unies organisent tous les 20 ans des sommets pour réfléchir justement à l'habitat pour les 20 années à venir. Et lors du sommet Habitat 1 et Habitat 2, donc en 76 et en 96, en fait, tous les mouvements sociaux s'étaient mis ensemble pour dire on veut le droit au logement, on veut que le droit au logement soit dans les constitutions. Et ce dont les mouvements sociaux s'étaient rendus compte, c'est qu'on arrivait un petit peu au bout des possibilités, toute une série de pays, notamment les États-Unis, qui jamais n'allaient accepter de mettre le droit au logement dans sa constitution, parce qu'en fait, ils avaient peur que sinon le droit au logement devienne opposable, c'est-à-dire que quelqu'un pourrait venir et dire, vous savez, ici, il est marqué, il y a le droit au logement, donc vous devez me donner un logement. Ça, c'était impensable. Donc, du coup, ils essayent une autre stratégie qui est d'essayer de faire rentrer le bébé d'une autre manière à travers ce droit à la ville. Et donc, vous avez une série d'éléments qui sont là. Je voulais juste m'arrêter sur 2 qui me semblent intéressants, notamment pour le propos du jour. C'est de soutenir le droit de produire la ville. C'est-à-dire que les citoyens, ça ne doit pas être que les sociétés, qu'elles soient immobilières, privées, publiques, etc., mais qu'il y ait aussi une production sociale de l'habitat. Production sociale, ça ne veut pas dire autoconstruction. Ça veut dire, quelque part, un droit de regard, un droit de pouvoir sur la construction de la ville. On produit la ville. Et l'autre élément qui me semble très important aussi, c'est de faire attention quand on produit cette ville, que la fonction économique soit bien en lien avec la fonction logement et la fonction habitat. On sait bien qu'on a trop souvent
créer finalement des sections, des sous-sections dans les villes avec des fonctions séparées. Je pense qu'aujourd'hui, la ville de demain, si elle veut fonctionner, si elle veut avoir du sens, elle doit remettre ces différentes fonctions de manière locale. Voilà, ça c'était pour le droit à la ville. Sur la question de la gouvernance, je voulais vous faire la petite incise ici proposée par Pierre Calame dans son petit traité d'économie, j'adore le titre, ou parce que les sociétés anonymes à responsabilité limitée sont devenues des sociétés à irresponsabilité illimitée. Et donc voilà, ce sont quelques éléments, je pense que ça fait vraiment référence à ce qu'on a dit sur la question de la gouvernance, que les contraintes découlent des nécessités du bien commun, que le pouvoir soit exercé conformément à de valeurs partagées, que les dirigeants soient dignes de confiance. Là, je pense que c'est quelque chose, effectivement, qui n'est pas facile. On se rend bien compte qu'à partir du moment où on est dans des projets très macro, c'est très difficile d'avoir le lien de confiance. Et donc, effectivement, les habitats participatifs, parfois, ils se mettent des contraintes, mais incroyables, vraiment beaucoup, enfin, pire que ce que vous pouvez imaginer comme simple habitant d'un logement, mais ils se les mettent parce qu'ils ont un lien de confiance entre eux. Et donc, que c'est possible de le faire. Et dernier élément, le principe de moindre contrainte est respecté. Moi, je trouve que c'est important de se dire qu'il ne faut pas créer des usines à gaz. C'est un Français qui le dit, je trouve que c'est intéressant, se rappeler quand même que les Français, bien souvent, sont les maîtres des usines à gaz et des dispositifs divers et multiples qui s'empilent. Et donc, du coup, voilà, cette idée qu'il faut rester simple me semble intéressant. Du coup, nous prenons effectivement, si je peux dire, une approche globale qui essaye de prendre en compte tous les éléments dont on vous a parlé ce soir, pour arriver à une sorte de conclusion qui n'en est pas une, mais enfin voilà, je vous la livre pour ce qu'elle est, et qui essaye de prôner un petit peu pour notre chapelle, si je peux dire, donc pour l'habitat participatif, hein, je vous rappelle, groupé, collaboratif, solidaire, tout ce qu'on veut, et en rappelant peut-être des éléments forts qui permettent de dire que ce type d'habitat, ben, ça peut amener à de la non-spéculation ou la non-financiarisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces habitats ne passent pas forcément par les circuits de crédit hypothécaire. Vous voyez qu'il y a des formules alternatives, comme les coopératives, même si j'ai bien dit que ce n'était pas toujours un modèle très facile, que le poids du risque peut être porté par une structure tierce. Avec une coopérative, ben oui, ce n'est pas le coopérateur tout seul qui porte le risque. Dans un community land trust, ben, on est tous dans une fondation, enfin, etc. Donc, c'est vraiment l'idée, hein, vous vous rappelez de ce que Manuel Albers avait dit, que la financiarisation, ce n'était pas seulement la financiarisation finalement des biens et du logement, mais c'est la financiarisation des gens qui portent tout seuls le risque. Et donc, avec les habitats participatifs, ce qui est intéressant ou serait intéressant, c'est justement de faire porter cela collectivement par un groupe. L'accumulation du capital qui pourrait se réaliser hors des circuits bancaires. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, bah oui, j'ai contracté un emprunt hypothécaire. Et quand je vois la somme quelque part que la banque se met dans les poches chaque mois parce que je la paye, et ce jusqu'à mes 67 ans, je me dis tout cet argent-là, peut-être que j'aurais pu en faire bénéficier d'autres gens ou d'autres groupes ou d'autres secteurs que uniquement le secteur bancaire. Et donc, c'est à réfléchir quand on fait de l'habitat participatif. Également, le fait que ces habitats peuvent parfois bénéficier d'une aide publique considérée comme un common. Un pouvoir public peut prendre des parts de coopérateurs. Un pouvoir public peut mettre à disposition un terrain, un foncier, gratuitement, sur lequel, effectivement, on peut construire des community land trusts ou d'autres types de logements. Cinquième élément, l'habitat participatif. Et là, on milite beaucoup pour ça, habitat et participation. Ça pourrait, ça devrait, on aimerait vraiment sortir un petit peu du modèle unique des PPP, donc des partenariats publics-privés, pour que les citoyens puissent effectivement faire des partenariats aussi avec les secteurs associatifs et aussi des partenariats publics citoyens. On est persuadé que c'est possible. Il y a des modèles d'habitat solidaire qui n'attendent que ça. Et dernier élément, effectivement, c'est de la gouvernance micro qui impose d'autres règles qui, à mon avis, garantissent une finalité à long terme des logements. Et donc, on est dans quelque chose qui est moins précaire en termes de durée grâce à ces habitats participatifs, en tout cas quand ils tiennent sur le long terme. Et donc, du coup, si on devait un petit peu mettre notre casquette de militant, ben, qu'est-ce que le mouvement des habitats participatifs pourrait influencer sur Bruxelles et j'espère ailleurs aussi?
ben, c'est un accès au foncier réservé. C'est terriblement important, vous l'avez vu, hein, on financiarise le logement à travers la financiarisation du foncier. Donc, réserver du foncier dans les villes, mais aussi dans les campagnes, ça permettrait, et ça se fait déjà dans certains pays, ça permettrait effectivement un meilleur accès à du logement, à de l'habitat. Ça pourrait être aussi réfléchir autrement pour une autre fiscalité et une autre taxation. À partir du moment où on n'est pas là pour habiter un logement qui est là uniquement comme étant un produit, un actif financier, eh bien peut-être qu'on pourrait imaginer une autre fiscalité, une autre taxation pour ces habitats participatifs. Et enfin, un accès au crédit plus bas en termes de taux d'intérêt, parce que finalement, si le risque n'est pas porté par une personne seule qui effectivement est plus vulnérable et donc plus à risque, mais est porté sur plusieurs têtes par un collectif, ben dans ce cas-là, on devrait exiger quelque part que les banques nous fassent des taux d'intérêt plus bas, puisque le risque est moindre. Voilà, ça c'était pour le côté militant de l'habitat participatif. Et donc, du coup, avant d'en terminer et de lancer le débat, encore vous dire une petite chose, parce que ça avait été annoncé, donc je trouve que c'est important de respecter, si je peux dire, sa parole, puisqu'on avait dit, mais et par rapport au Covid, dans tout ça, est-ce que la financiarisation, le Covid, est-ce qu'il y a des liens? Et donc, voilà, on a posé la question au fameux Manuel Albers, dont on n'a pas arrêté de vous parler toute la soirée, Anne-Sophie et moi. Et donc, il nous dit d'une part que l'effet sur les prix n'a pas été ce à quoi il se serait attendu. Mais attention qu'il y a des effets à moyen et à long terme qui vont encore se produire et que selon lui, il y a un plus grand nombre de propriétaires commerciaux. Donc par propriétaires commerciaux, il entend à la fois les grandes entreprises et peut-être de ménages qui disposent d'économies, qui vont acheter des logements que pour le moment, ils louent. Par exemple, à des jeunes. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir une augmentation du parc acquisitif au détriment du parc locatif. Et puis, l'autre élément qui est intéressant à signaler, là, on le savait parce que dès le départ du Covid, ça, je suppose que vous l'avez peut-être entendu, des entreprises comme Blackstone, hein, avec les fonds vautours dont on a parlé tout à l'heure avec Anne-Sophie, eh bien, ces grosses entreprises, ces gros promoteurs immobiliers qui ont pignon sur rue dans le monde entier, ont dégagé d'énormes sommes d'argent, évidemment, dans l'idée de pouvoir acheter des logements et notamment du logement locatif un peu partout sur la planète. Voilà, on est arrivé au bout de ce PowerPoint. Ah, mais tu voulais encore dire la petite chose qui est en bas peut-être, Anne-Sophie? En fait, déjà d'une part, on sait que les marchés financiers se portent très bien. Enfin, il y a beaucoup d'investissements et de transactions. Et ensuite, juste noter que selon le dernier baromètre des notaires, qui correspondait un peu à la période de déconfinement, le 3e trimestre 2020, ils avaient enregistré qu'il y avait une augmentation de 4% pour les prix de l'immobilier. J'ai mis à Bruxelles, mais je me demande si ce n'est pas en Belgique. Peut-être en Belgique, par rapport à 2019. Donc, c'est déjà une certaine augmentation. Voilà, et on ne peut que vous remercier. Donc ça, c'est aussi un mouvement important et donc il y a quand même une manifestation. Donc il y a une petite brochure d'ailleurs qui a été éditée par le réseau européen pour le droit au logement, donc qui dit l'habitat pour les gens et pas pour le profit. Petite brochure sur la financiarisation du logement, mais on vous enverra tout ça. Et puis du coup, voilà, on vous remercie, Anne-Sophie et moi, on vous remercie énormément. On a complètement explosé le timing. Je crois que je m'y attendais en voyant tous les slides qui défilaient, mais bon voilà. Alors merci à tous ceux qui sont là. Je vais arrêter le partage